Jean-Daniel Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous allons parler de votre métier, nous allons parler des sondages qui font couler tellement d'encre et parler tellement les Français. Première question, est-ce qu'en 2022, il est plus difficile de mesurer les intentions de vote qu'en 2017 ou 2012 ? A priori pas. On pourra le vérifier le 10 avril prochain. Il y a quand même une offre politique qui est tout à fait nouvelle par rapport à celle qu'on connaissait précédemment. Il y a, d'un point de vue technique, une modification majeure qui s'est opérée, notamment au cours de ces 10 dernières années. On travaille de plus en plus par Internet et non pas par téléphone. C'est-à-dire on ne contacte plus la personne, bonjour madame, j'ai des questions à vous poser. Non, ça se fait par Internet, par des applications, par un face-à-face totalement numérique. C'est ça. La personne, en fait, répond à travers un questionnaire qui lui est envoyé par mail. Elle prend le temps de répondre comme elle le souhaite et il n'y a pas ce qu'on appelle le biais enquêteur. Parfois, vous savez, il y a des comportements, des attitudes, des opinions qui sont un peu difficiles à dire en public. Pendant très longtemps, au cours des années 70, on avait beaucoup de mal à dire, par exemple, qu'on votait pour le Parti communiste. C'était une formation politique majeure, mais pour autant, il y avait une forme de dénégation sociale qui amenait les électeurs à dire qu'ils avaient du mal à voter pour cette formation politique. Et au cours des années 2000, on l'a vu de manière très nette, par exemple en 2002, on avait beaucoup plus de difficultés à pouvoir dire qu'on votait pour le Rassemblement national ou le Front national. Aujourd'hui, le fait de s'exprimer par écrit, sans avoir en fait une réaction de quelque manière que ce soit de la part d'un individu, permet de libérer cette parole, en tout cas cette parole numérique. Alors, on voit des différences parfois importantes entre les instituts sur le résultat de tel ou tel candidat. Comment les expliquez-vous méthodologiquement ? Vous n'avez pas, vous, institué les mêmes bases, les mêmes fichiers, les mêmes méthodes ? Alors, on a sensiblement les mêmes bases au départ, on a sensiblement les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'on cherche à s'appuyer sur ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Qu'est-ce qu'un échantillon représentatif ? C'est-à-dire qu'on prend les données statistiques de la population française en termes de genre, d'âge, de catégorie de population, en termes de localisation géographique, et donc on s'assure que les 1000 personnes qu'on a interrogées, ou 2000 personnes, correspondent en tout point à l'ensemble de la population française sur ces critères qui sont des critères objectifs. Mais en même temps, le vote, ça renvoie à une dimension qui va être une dimension un peu émotionnelle. C'est-à-dire, est-ce que je suis absolument certain que je peux être amené à voter pour cette personne ? Et est-ce que même je suis certain que le jour du scrutin, je vais véritablement me déplacer pour aller voter ? C'est la partie qui est pour nous la plus difficile à pouvoir évaluer, ce qui correspond en fait à la sincère conviction de l'individu. Donc on a des méthodes qui sont des méthodes d'ailleurs qui sont contrôlées par une commission qui s'appelle la commission des sondages. Qui vous donne de véritables contraintes. D'ailleurs, elles sont désormais publiées avec les sondages. Absolument, et qui fait que selon les instituts, on va considérer que on va prendre soit l'ensemble de la population, soit se baser sur la population qui va déclarer qu'elle est certaine d'aller voter, soit sur la part de la population qui va se déclarer en fait qu'elle est absolument certaine de son choix, ce qui explique les petites différences entre les différents instituts. Et à l'heure où nous parlons, l'abstention en 2022 s'annonce beaucoup plus forte qu'en 2017, aussi forte qu'au régional par exemple, ou non, on a un comportement, on a une envie d'aller voter à peu près comparable. Alors on a une envie d'aller voter plus forte qu'aux élections régionales, on peut rappeler que ça avait été une abstention majeure, plus de 65%, mais moins importante, oui. Et moins importante en fait que au cours de la dernière élection présidentielle, on a aujourd'hui près de 10 points de moins d'intention de participation par rapport à la dernière élection présidentielle. On peut rappeler que c'est l'élection favorite de la part des Français, avec en général au premier tour une mobilisation qui va toucher aux alentours de 80% des Français. Oui, notamment en 2007, ça avait été une très très grosse mobilisation. Pourquoi ce désintérêt actuel ? C'est parce qu'on n'a pas encore les candidats officiels, parce qu'on a un président sortant qui tarde à se représenter, ou parce qu'il y a un désaveu plus profond de la politique ? Il y a probablement un peu des trois aspects, tels qu'indiqués. Il y a indéniablement aujourd'hui une critique assez forte à l'égard du monde politique d'un point de vue global, avec la perception qu'on est face à des responsables politiques qui sont éloignés des préoccupations des Français, qui ne correspondent pas véritablement aujourd'hui, en fonction déjà de l'état des lieux du pays, à la manière dont les Français peuvent vivre leur quotidien. Le deuxième aspect, une campagne qui n'est pas une campagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un débat central autour de ce que peut être la prochaine campagne présidentielle, que ce soit en termes de rapport à la santé, que ce soit le rapport à la sécurité, que ce soit le rapport à l'immigration, que ce soit le rapport aux inégalités sociales, voire même à une thématique qui souvent est très présente dans le cadre d'une campagne électorale et aujourd'hui n'est pas présente, le rapport au travail, voire même le rapport à l'emploi et au chômage. Alors, et puis le dernier aspect, si vous me permettez, effectivement, le fait qu'Emmanuel Macron aujourd'hui ne soit pas candidat, déstabilise un peu les choses parce qu'en fait, on a quand même besoin de se positionner par rapport à un bilan, voire par rapport à des perspectives. Et le bilan n'étant pas porté de manière forte de la part du président de la République, ça annihile quelque peu le débat politique national. La difficulté à lancer cette campagne sur des thématiques fortes, ça vient aussi un peu des Français. Leurs priorités bougent tout le temps. Il y a eu la santé, là il y a le pouvoir d'achat, la sécurité a reculé.
Quelles sont les véritables priorités des Français, stables, durables? Il y en a 3, et qui sont presque de manière paradoxale 3 thèmes qui sont très peu évoqués dans le débat public. Le premier aspect, c'est la thématique écologique et environnementale, avec, de manière plus nette, une préoccupation majeure des Français à l'égard de l'avenir de la planète. Il ne s'agit pas uniquement d'une dimension de confort individuel, mais de capacité de l'espèce humaine à pouvoir être toujours présente dans quelques années ou dans quelques décennies. Très philosophique. Très philosophique. Premier aspect. Le deuxième aspect, une interrogation autour de la recherche et de l'innovation. On est face à un pays qui donne le sentiment d'être relativement déclassé, qui ne prépare pas suffisamment l'avenir. Et dans ce contexte-là, tout ce qui permet de penser de manière stratégique ce que peut être la France et sa place au niveau international passe par cette dimension de recherche et d'innovation qui sont très peu présentes. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect éducatif qui constitue à titre individuel comment j'éduque mes enfants, quelle va être la place de mes enfants à l'avenir, mais également d'un point de vue plus collectif. Comment faisons-nous que l'avenir aujourd'hui que nous réservons à nos enfants puisse se construire à travers ce principe éducatif, et ne serait-ce que la base, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à compter, ne constitue pas aujourd'hui des enjeux majeurs, alors même que ce sont des points de préoccupation absolument centraux chez nos compatriotes. Quand on regarde les intentions de vote, on a l'impression qu'en quelques années, la France a subi un énorme glissement à droite. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est vrai et c'est faux. C'est vrai quand on voit en fait les questions d'immigration, de sécurité, qu'indéniablement aujourd'hui, on est sur des thèmes où globalement, ce sont les thèmes qui étaient traditionnellement portés par la droite, qui sont présents dans l'espace public et qui appellent un glissement central de la société française. Et en parallèle, nous avons un pays qui est toujours féru d'égalité. Nous avons un pays qui est toujours féru de solidarité. Nous sommes un pays qui est toujours féru de faire en sorte que, d'une manière globale, de manière un peu caricaturale, l'État soit plus fort que le marché et que la notion d'égalité soit plus forte que la notion de liberté. On l'a vu de manière très nette, que lorsque le gouvernement a dit, dans une période de pandémie, on va à peu de choses près nationaliser les salaires, nationaliser une partie de l'économie, ça n'a porté aucun débat dans la société française. Et on a considéré qu'il s'agissait effectivement, non pas de la responsabilité des individus de subir cette crise, mais beaucoup plus de l'État de prendre en compte les conséquences que pouvait avoir la crise économique du fait notamment de la crise sanitaire. Donc si le total des voix de gauche est aussi faible aujourd'hui, c'est un problème d'offre politique, c'est pas un problème de disparition sociologique de la demande d'État, de la demande de social. Absolument, et c'est un problème également de crédibilité de la part de l'offre politique, avec aujourd'hui des électeurs qui posent une question précise: que veut dire être de gauche aujourd'hui aux responsabilités? Avec une interrogation sur le bilan de François Hollande au cours de la période 2012-2017, qui demeure aujourd'hui, qui est assez fortement présent, et avec une demande qui est une demande de singularité. Est-ce qu'on a le sentiment que si jamais la gauche demain devait être au pouvoir, elle mènerait une politique qui, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, serait radicalement différente de ce qui a été effectué de la part d'Emmanuel Macron, et si oui, sur quel point? Quelle difficulté vous pose le phénomène Zemmour, pour lequel on n'a aucune mémoire de vote? La même difficulté qu'on a pu connaître par le passé lorsqu'on a eu l'émergence de forces politiques qui n'étaient pas présentes par le passé. On peut rappeler les écologistes par exemple, le mouvement souverainiste également au cours des années 90-2000, notamment porté par Philippe de Villiers, ou voire même plus récemment l'émergence du phénomène d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait en 2017 c'était une nouveauté absolue, aucune référence historique. Et pour autant, quand vous regardez les intentions de vote avant 2017, notamment à la veille du premier tour, elles ont été extrêmement proches du résultat final. Donc on avait une forme de sincérité de la part des électeurs qui déclaraient qu'ils avaient l'intention de voter pour Emmanuel Macron et qui l'ont fait au final. Je peux pas vous dire avec certitude qu'on mesure avec vérité aujourd'hui le phénomène d'Éric Zemmour. On a quand même un certain nombre d'éléments qui globalement vont dans le même sens à travers non seulement les outils d'intention de vote, mais également toutes les enquêtes qui sont réalisées de la part des instituts. Ce qui par exemple n'est peu connu, c'est qu'on a réalisé chez Harris plus de 400 enquêtes l'an dernier, dont seulement moins de 10% ont été rendues publiques. Oui, donc vous avez une base secrète presque de données absolument colossale. Confidentielle, on va l'appeler confidentielle. Les ralliements, les soutiens comme Ségolène Royal pour Mélenchon ou Nicolas Bay pour Zemmour, ça bouge les votes? Ça bouge les votes à moyen terme. C'est-à-dire que globalement, on a besoin de voir d'une dynamique qui peut être amenée à traverser l'opinion. Et lorsqu'on a le sentiment qu'on a des mouvements qui vont globalement dans le même sens, c'est pas uniquement la question des ralliements. Ça va être lorsqu'on va allumer sa télévision, est-ce qu'on va entendre des personnes qui vont nous parler d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon, par exemple? Est-ce qu'on va avoir le sentiment qu'il va y avoir du monde dans les meetings? Est-ce qu'on va avoir le sentiment qu'il y a une forme d'unité qui va traverser la force politique ou qui va être rassemblée derrière le candidat? Donc tout ceci, ce sont des signaux qui globalement peuvent donner le sentiment que ça va dans le même sens. Vous allumez la télévision aujourd'hui, vous entendez ralliement à l'égard d'Éric Zemmour
Vous allumez, vous regardez les meetings, vous avez le sentiment qu'il y a du monde. Vous regardez en fait la manière dont tu peux être amené à parler et vous avez le sentiment que la plupart des responsables politiques vont être amenés à se positionner par rapport aux propos d'Éric Zemmour. Ce sont des éléments qui, pris un par un, n'ont pas de force, mais qui, rassemblés collectivement, permettent de donner le sentiment que ça va plutôt dans le sens d'Éric Zemmour, comme ça peut être le cas, par exemple, aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, voire Jean-Luc Mélenchon. Comment votent les moins de 25 ans dans notre pays ? Pas beaucoup, déjà. Ça, c'est le premier aspect. C'est un électorat qui est profondément abstentionniste. C'est un électorat qui n'est pas dépolitisé. C'est-à-dire qu'il est extrêmement sensible à la question politique, mais qui va trouver que les formes telles qu'elles sont incarnées aujourd'hui de la part des principales formations politiques est quelque peu ancien ou ne correspondent pas exactement à leurs aptitudes. Il n'y a pas une jeunesse de moins de 25 ans. Il y a plusieurs jeunesses de moins de 25 ans. Et pour caricaturer, on a une jeunesse qui est plutôt issue des catégories populaires. Plutôt une jeunesse, en fait, qui a du mal à pouvoir se trouver des perspectives économiques et qui va se tourner du côté de l'extrême droite et notamment de la part de Marine Le Pen. Et puis une jeunesse qui va être plus intégrée, plus issue des catégories supérieures et qui là va se tourner plus du côté d'Emmanuel Macron. Est-ce que les femmes peuvent faire perdre Éric Zemmour dans sa conquête d'une place au second tour ? Alors, aujourd'hui, il s'agit du candidat pour lequel la différence selon le genre est la plus marquée, avec le plus grand déficit de la part des femmes. Malgré tout, aujourd'hui, dans un cas d'intention de vote, plus de 14% des Français déclarent qu'ils votent pour Éric Zemmour. Ça atteint un peu plus de 10% de la part des femmes. Donc c'est un petit différentiel. Ça n'est pas non plus complètement une baisse absolue. On sait en plus que ce sont des électorats qui peuvent être amenés à évoluer, notamment en fin de campagne, notamment s'il y a des messages qui vont être des messages d'espoir et qui peuvent les toucher, avec des thématiques parfois un peu plus liées à la vie quotidienne et un peu moins aux grandes idéologies qui peuvent être amenées à les toucher. On voit aussi des sondages de report de vote entre les deux tours. C'est valable ça, si loin du scrutin ? C'est valable parce que ça nous donne une indication, ça n'est absolument pas prédictif de ce qui peut se passer par la suite, encore moins d'ailleurs que les résultats de premier tour. Le tout sauf Macron qui pourrait se coaguler au deuxième tour s'il est face à Pécresse, par exemple, c'est une réalité ou c'est un fantasme de journaliste ? Pour nous, c'est un fantasme d'un point de vue global. On a déjà vu un tout sauf Nicolas Sarkozy, on a vu un tout sauf Édouard Balladur il y a très longtemps, on a vu un tout sauf François Hollande plus récemment, qui s'est pas tout à fait produit, mais aujourd'hui, en fait, il y a, même de la part des électeurs de gauche, une distance à l'égard d'Emmanuel Macron, mais qui est quand même moins sévère que cela pouvait être le cas par le passé à l'égard des présidents sortants. Et les débats télé, ça peut bouger des résultats ? Considérablement. Ouais. C'est là où se joue fondamentalement la campagne. On parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle beaucoup d'Internet, on parle beaucoup de ce que peut être les tracts, les marchés, etc. Quand vous prenez les campagnes électorales, les meetings, c'est pas les meetings en tant que tels, c'est leur diffusion à la télévision, et ce sont les débats qui font tout changer. En 2017, notamment à gauche, ça a été le débat du 5 mars qui a fait évoluer très nettement et faire que Emmanuel Macron remporte une partie de sa victoire. Jean-Daniel Lévy, merci, bonne journée.